Directeur du sport à l'Université de La Réunion, Éric Lacroix est l'auteur des livres Trail tome 1 et 2, qui sont considérés par beaucoup comme la Bible du trail. Il est aussi entraîneur national et ancien membre de l'équipe de France de course en montagne. Il se concentre désormais sur la préparation mentale des sportifs et des entrepreneurs et nous partage ses meilleurs conseils dans ses chroniques sur l'instant outdoor. Bonjour Éric, comment vas-tu ? Bonjour François, bonjour la planète Trail. Bah, écoute, ma foi, ça va très bien puisque je rentre de vacances et c'est vrai que c'est rentré, ça va toujours très bien, on a la forme, plein d'énergie, donc tout va bien. Eh ben écoute, c'est impeccable. C'est vrai que ce mois de septembre en général, ou ce mois de rentrée, peu importe Mhm. la rentrée dont on parle, c'est toujours bien s'être ressourcé. Alors aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner en ultra. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant parce qu'on entend beaucoup de choses sur des méthodes d'entraînement. Il y a beaucoup de contenu qui est fait de la part de magazines, de blogs, de livres, ça vient d'un petit peu partout. Mais finalement, comment est-ce que les trailers peuvent s'y retrouver pour finalement avoir la meilleure préparation possible pour leur objectif? Ouais, effectivement, ce que tu évoques, c'est aussi, et on en avait parlé ensemble, la question du pourquoi. Effectivement, le trail running a pris des proportions quand même assez gigantesques, c'est-à-dire que effectivement, il y a de plus en plus de monde qui adhère à cette pratique. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs disciplines à l'intérieur. C'est-à-dire, effectivement, on a une base de course à pied, mais on est aussi avec des paramètres. C'est de la course en nature, voire en montagne, voire en haute montagne. Les distances peuvent aller de 20 km, 30 km à 300, 330, voire plus. Hmm. Et les conditions effectivement de pratique, bah, c'est une pratique outdoor. On peut être dans des conditions de grand froid ou de très très forte chaleur. Et automatiquement, bah, ça engrange des paramètres qui vont aller vers finalement une méthodologie qui va être particulière selon la discipline et selon la distance. Et le problème, c'est qu'on généralise, et ça, c'est notre cerveau, hein, c'est normal. On va généraliser quelque chose, on a besoin, nous, d'avoir à un moment donné un modèle générique simplifié, alors que finalement, la pratique, elle n'est pas si simple, elle est contextuelle, on va dire. Donc, la première chose, c'est effectivement, c'est ce qu'on évoque, c'est souvent. Alors, il y a déjà une première étape, c'est le pourquoi. Et puis, la deuxième étape, c'est le comment. Alors, effectivement, le pourquoi, c'est intéressant parce que il va en fait aller scruter et approfondir un petit peu notre espace mental. C'est-à-dire pourquoi je veux courir finalement aussi long, parce que souvent c'est le cas, c'est-à-dire on est attiré par la distance qui est plus longue. On le voit bien, les distances sur les épreuves qui sont valorisées, c'est les distances les plus longues. Hmm. Et Hmm. donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire ce côté mental, c'est-à-dire on va chercher finalement à courir, à aller chercher finalement le côté très long de la distance. Donc moi je vais pas donner tout de suite les pistes, mais c'est souvent ça. Et puis, effectivement, après, on se met dans des dispositions sur le comment. Parce qu'une fois qu'on a fait le choix de notre discipline, de notre distance, c'est comment on va y parvenir. Et le chemin pour y parvenir, il est intéressant aussi. Et là, on est sur la méthodologie. Donc, effectivement, je pense qu'il y a deux étapes. Il y a cette étape du pourquoi et puis ensuite cette étape du comment je vais arriver à réaliser mon objectif, mon but, ma course. Voilà. Et alors justement sur ce pourquoi, est-ce qu'il y a un pattern, il y a quelque chose de commun un petit peu à tous les pratiquants qui vont vers ce genre de distance et de discipline? En fait, moi, je dirais qu'il y a une première chose, c'est dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire on est dans une phase finalement de crise sanitaire.
Et on est rapidement ce qu'on appelle une représentation biaisée, c'est-à-dire on est sur un biais de disponibilité. C'est-à-dire que ce biais-là, en fait, il est directement lié au mécanisme de l'attention. En fait, c'est les informations les plus facilement accessibles. C'est-à-dire, voilà, et en fait, qui vont avoir plus de chances d'être sous le projecteur de notre attention. C'est-à-dire que on va avoir tendance à agir et à décider en fonction de ces informations directement, finalement. Et donc, on ne va pas forcément réfléchir avec un approfondissement un petit peu plus élaboré. C'est normal et c'est aussi là le dernier ouvrage que je viens de lire qui est vraiment exceptionnel, que je vous conseille, je vous suggère de lire, c'est Apocalypse cognitive de Gerard Bronner qui finalement nous dit qu'on a un temps de cerveau, mais ce temps de cerveau, finalement, il est on l'utilise, mais de telle manière à vouloir finalement avoir des likes, à vouloir être récompensé rapidement. C'est normal parce que c'est le circuit de la récompense. Mais on en oublie aussi qu'il y a un gros travail intellectuel à fournir et aussi d'introspection, de questionnement, d'écoute aussi des autres. Et on a tendance à prendre les décisions, c'est ce biais de disponibilité très rapidement. Et donc, bah, c'est se dire, oui, je regarde un ultra, je vais, je vais regarder un live sur le Grand Raid ou sur l'UTMB. J'ai envie, quoi. C'est normal, ça fait envie, c'est des images magnifiques. On voit les personnes qui courent et avec une certaine facilité, avec une aisance. Bon, je veux y être, quoi, parce que je veux aussi, moi, être récompensé de ça. Voilà. Donc, le seul problème, c'est que ça engendre pas finalement, tous les paramètres qui vont être liés finalement à son entraînement, etc. Alors, déjà, c'est se poser la question du pourquoi. Pourquoi j'ai envie de courir en fait aussi long, ou pourquoi j'ai envie de courir cette distance, ou pourquoi j'ai envie de faire du trail. Alors moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir la réponse, mais je pense que c'est important de se la poser. Moi, à mon avis, Hmm. c'est important de se la poser, c'est-à-dire pourquoi finalement j'ai envie de courir, sans aller dans le côté psychanalyse approfondi, mais il y a un petit travail à faire d'introspection et finalement d'analyse de sa propre pratique, qui est à un stade quand même, à mon avis, intéressant. Ouais, et puis on dit aussi que de connaître la réponse à ce pourquoi, ça va nous aider aussi dans les moments justement difficiles de l'épreuve en elle-même. Bah, même avant de parler, enfin, après la préparation, il y a l'épreuve. Et pendant l'épreuve, il y a tous les coureurs, surtout sur du long, ont des coups de moins bien. Et on se dit que si on se rappelle notre pourquoi, ça va nous aider à surmonter ces moments de coups de mou, quoi. Oui, en partie, effectivement, une réponse effectivement adaptée, mais euh, c'est aussi assez complexe, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des besoins, on a des désirs, et de là va émaner la motivation dans la pratique. Et c'est pour ça que cette petite introspection on va réellement percevoir quels sont vraiment nos besoins et nos désirs. Et en fait, il y a trois désirs principaux. Le premier désir, c'est celui de se connecter aux autres. Le deuxième, c'est de se réaliser quelque part. Et il y en a un troisième qui est de dominer. Alors, il est plus ou moins présent, mais c'est pas la domination dans le sens où je veux vraiment écraser l'autre. C'est finalement, par exemple, le désir de compétition, d'aller battre le copain, le pote ou l'adversaire, mais dans un état d'esprit, en fait, voilà, qui reste très sportif. Et ces trois désirs sont plus ou moins approfondis, exacerbés, mais par exemple, si on ne ferait pas de compétition, si on n'avait pas le désir de se connecter, on irait faire notre pratique tout seul. On Hmm. irait faire nos 150 km dans la montagne tout seul, on pourrait très bien le faire. Mais il y a vraiment un désir de se connecter finalement. Hmm. Donc il faut bien prendre conscience qu'on a ces trois désirs qui sont plus ou moins prononcés selon finalement notre parcours personnel. Et de là va émaner la motivation derrière. C'est-à-dire si on a vraiment un gros désir de dominer, peut-être qu'on va être très compétiteur, on va être à la recherche du résultat, d'aller battre l'autre, on est sur la motivation extrinsèque, quoi. Mais je crois que les trois sont importantes
et, sont aussi, émanent aussi des besoins qu'on a. Alors, il y a besoin de reconnaissance, après, au-delà des besoins physiologiques qu'on a de base, hein. Et il y a aussi un petit besoin de reconnaissance, c'est normal. Et il faut l'accepter. Mais il faut en être conscient. Parce que si on n'en est pas conscient dans le comment, c'est-à-dire dans la pratique, à un moment donné, on va se retrouver en difficulté sur le parcours. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, ce ne sera pas posé les bonnes questions et on pourra aussi passer à côté de son épreuve, surtout quand on l'a préparé depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Voilà. Hmm. Mais c'est vrai que la compétition, alors je ne sais pas si c'est la mentalité française qui fait que ça s'est vu comme ça c'est toujours vu un petit peu négativement, alors que finalement, si on voit la compétition comme un moyen de se servir des autres pour s'élever soi-même, euh, c'est finalement beaucoup plus intéressant que de dire je vais écraser les autres. Donc, voilà, donc ceux qui sont compétiteurs, c'est pas forcément des gens qui veulent écraser les autres, comme tu l'as dit. Ouais, en fait, bah, tu vois, si tu mets les trois désirs ensemble et qu'il y a une sorte d'harmonie, c'est pas mal. Parce qu'à un moment donné, c'est normal qu'on désire dominer, mais c'est pas la domination malsaine. C'est qu'à un moment donné, aussi, on a tous besoin finalement d'être reconnus. Donc, quelque part, d'être reconnu, ça veut dire que bah, si on nous dit qu'on n'est pas bon, on va sortir de nos gonds, on va être sur l'émotion et voilà. Donc, on a besoin, et ça, c'est dans les entretiens que je peux mener en entreprise hein, ou avec des sportifs, ça ressort souvent. Il y a pas mal de personnes qu'on ressent qu'on ne leur a pas dit en fait. Finalement, ce que tu fais, c'est bien, tout simplement. C'est-à-dire, Mm. d'une certaine manière, la manière de le dire, c'est-à-dire de dire à un moment donné, ouais, bah, en fait, tu peux te satisfaire, en fait. Tu n'as pas besoin de remplir en permanence un vide. Ce que tu réalises est déjà très bien. Et c'est pas forcément de la surenchère. Donc, c'est pour ça que là, on revient effectivement dans la question du pourquoi et du comment, parce que si on veut bien s'entraîner, après, on voit bien qu'il y a des questions de base sur le pourquoi. Voilà, c'est fondamental. Et ça veut dire qu'il y a un travail personnel, individuel, et qui n'est pas non plus amené, voilà, qui peut être conseillé, hein. On peut avoir un coach, on peut avoir un contexte familial ou un contexte d'amis qui vont vous influencer, qui vont t'influencer, et c'est tout à fait normal. Mais parfois, les décisions, elles ne sont pas prises que par nous. Donc, c'est là où ça bloque. C'est-à-dire que je le fais parce que je vais faire plaisir à un tel. On revient un peu dans l'enfance. Dire, bah, finalement, si on est un enfant et on n'est pas un adulte, ça va être difficile de réaliser sa performance, bien que l'enfant, il peut ressurgir dans la pratique, hein, c'est-à-dire sur l'imaginaire, etc. Mais tu vois, c'est très complexe. Je suis en train de travailler là-dessus, justement, sur ce versant, aussi bien dans le sport que dans l'entreprise. Et je trouve que le parcours est très, très intéressant et passionnant. Mm. Mais c'est vrai que pour reparler du sujet de la préparation, c'est vrai on va être influencé forcément par des gens qui ont fait la même chose. On va essayer de copier un petit peu, et puis peut-être que finalement ça va pas nous correspondre à nous. Est-ce que pour toi, il doit y avoir vraiment une individualisation de chaque entraînement? Il y a la première étape que je viens de te dire qui est assez, on va dire, somme toute, on va dire, introspective, philosophique, etc. Tout ce qu'on veut. Je crois que c'est important aussi quand on fait de l'accompagnement mental de parler de ses valeurs. On est sur les valeurs. Et après, ce que tu évoques, en fait, c'est une piste un petit peu plus rationnelle aussi. Et là, on est sur les neurosciences. C'est-à-dire que on est, et c'est aussi un secteur sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est le mimétisme. On a des neurones miroirs et en fait, on est amené à copier Hmm. ce que fait l'autre. Et en fait, c'est notre altérité, c'est-à-dire on a une altérité, c'est-à-dire on n'est jamais vraiment purement soi-même. On va être influencé
par ce que fait l'autre. Et c'est enrichissant. Et on se nourrit de l'autre et des autres. Après, c'est aussi de faire les choix. Alors, je dis pas les bons choix, parce que c'est quoi les bons choix? C'est les choix qu'on a envie vraiment de faire. C'est-à-dire qu'on va se nourrir finalement des autres. Le problème est que souvent dans la pratique de travail, d'ultra-trail, et ça c'est tout à fait normal, on va copier le modèle des champions Mm. par mimétisme. Mais on voudrait être un Kylian Jornet, on voudrait être un François Daen, on regarde. Donc voilà, on va aller finalement copier un entraînement qui ne devrait pas être le nôtre. Mm. Même quand bien même on veut devenir un champion, c'est tout à fait normal. On est aussi à un stade où aussi notre vie, elle n'est pas celle de François Daen ou Kylian Jornet ou de Xavier Thénard. Et c'est là le mimétisme, en fait, il a ses limites. C'est-à-dire que par mimétisme, on est tenté finalement de copier les modèles qui marchent. C'est normal. On va aller à l'essentiel, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut aussi prendre conscience qu'à un moment donné, individualiser, c'est aussi de prendre conscience de ce qu'on est capable de faire au moment, là, au moment T, là, c'est-à-dire ce que je suis capable de faire, et se fixer des challenges qui ne soient pas trop élevés. Parce que si le challenge il est trop élevé dans l'entraînement, on va être en burn-out. Par contre, si le challenge il est en dessous, et on le voit bien, il y a des personnes qui voilà, moi, de toute façon, je me fais plaisir, etc. Ça me fait Le passionne. feeling. Voilà, et ils se donnent des challenges qui sont en dessous. À un moment donné, ce qu'on appelle, ils tombent en bore-out, c'est-à-dire ils s'ennuient, Mm. ils se font chier. Donc, il faut trouver aussi des challenges, mais le challenge qui nous correspond, nous. C'est-à-dire, c'est pas le challenge de venir et de gagner l'UTMB, bien que certains vont l'avoir cette année, Ultra Trail du Mont Blanc. Mais c'est se challenger pour être juste un peu au-dessus. Parce que le cerveau, il a besoin de ça. Il va chercher le circuit de la récompense et il va aller chercher ça. Donc, se challenger, c'est de trouver justement, et là, les amis, les proches, le coach, l'accompagnant, il doit être là pour aider ça et pour faire prendre conscience de ça. D'un autre côté, il doit pas être. Pour moi, je suis. On en avait parlé, je crois, dans un autre podcast, mais moi, je suis assez parricide, c'est-à-dire que je tue le père, c'est-à-dire le coach, il ne doit pas juger et décider pour l'athlète. C'est à un moment donné, il doit accompagner. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que le problème, c'est que de quel droit on se dit, on dit à la personne, tu vas faire ça, telle charge d'entraînement, et on le met dans des situations même de galère, parce que la personne va être obligée de dire, bon, pour faire plaisir à mon coach, je vais faire la séance, tant bien que mal. C'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il faut trouver le compromis quand on est accompagné, et surtout quand on est accompagné, de justement montrer que cet accompagnement, il est discuté. Il y a beaucoup d'écoute et entrer en fait avec ce que fait vraiment l'athlète, sa vie familiale, sa vie professionnelle, ses motivations, ses désirs, etc. Et c'est là Ouais, où c'est ça, on peut individualiser. c'est vraiment le risque du surentraînement, du coup, pour le coup, et qui peut être dramatique pour un athlète, surtout si c'est un athlète qui va aller chercher la performance et qui mise beaucoup dans sa vie sur le côté performance sportive. Et ça, effectivement, c'est dramatique. Alors après, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que cette question du surentraînement est quand même ancrée et qu'on en voit peut-être de moins en moins, et que ça fait partie maintenant de la formation des entraîneurs d'être vigilant à ce point-là. Alors, il y a effectivement dans ta question, il y a, il y a, il y a il y a des choses qui peuvent ressurgir et qui sont intéressantes. La première chose, c'est le surentraînement. Il arrive rarement dans l'ultra trail. C'est étonnant, mais en fait, on est beaucoup plus surentraîné en vélo ou en natation sur des sports portés. Ce qu'on appelle le surentraînement, c'est une charge, on va dire, qui est pas adaptée euh, à la personne. Euh, parce que voilà, elle est trop importante. Alors,
Elle peut être trop importante, soit sur l'intensité, soit sur la quantité, etc. Mais en fait, dans l'ultra-trail, les recherches actuelles montrent que avant d'être surentraîné, un ultra-trail, il se blesse. Hmm. Parce que comme c'est pas un sport porté, que c'est un sport avec beaucoup de risques finalement articulaires, musculaires, etc. Et toutes les blessures, enfin tous les chocs qu'il peut y avoir apportent des blessures avant de se surentraîner. Hmm. Donc le signe du surentraînement est souvent la douleur et la blessure dans l'ultra-trail. Donc c'est intéressant. Euh, les charges, on va dire, de surentraînement, on les voit plus en cyclisme, par exemple, parce que c'est vraiment le surentraînement, c'est quelque chose de très physiologique et effectivement qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps pour en ressortir. C'est-à-dire des fois, une personne qui est surentraînée peut mettre 6 mois, 1 an à sortir de ça. Alors, on en a vu hein, dans la pratique de l'ultra-trail, et ça peut se déclarer aussi bien d'un point de vue psychique, mental, que physiologique, sur une grosse fatigue ou des fractures de fatigue, etc. Mais souvent, bien souvent, c'est la blessure. Bien souvent, c'est la blessure qui augure du fait que les charges ne sont pas adaptées. Ce sont des charges qu'on appelle non fonctionnelles et qui ne sont pas adaptées en fait. Donc, dès l'instant où il y a une douleur, où il y a des petits bobos, etc., il y a un terrain inflammatoire, ça veut dire que voilà, on n'est pas loin de la porte Hmm. du surentraînement. Il y a des sonnettes Voilà. d'alarme qui commencent à clignoter. C'est ça. Et effectivement, donc ça, je pense que c'est quand même un point important. La deuxième chose par rapport à tes propos, c'est de dire que finalement, il ne faut pas non plus mettre un tableau négatif. Euh, et nous, notre cerveau, il est souvent attiré par le négatif parce que Hmm. ça nous rend un peu plus fort. Mais le côté, le versant de l'entraînement en général, de la plupart des athlètes en trail, en ultra-trail, il est quand même on va dire, bien adapté. C'est-à-dire que déjà, c'est bon pour la santé, on se bouge, c'est bon pour la tête parce que on va découvrir des régions, on va découvrir les sentiers, on est dans la nature, on fait une pratique effectivement qui va travailler tout le corps. Donc, je crois qu'il faut aussi mettre une note très optimiste. Ce qu'il faut juste mettre, c'est ce garde-fou, justement, sur la pratique qui n'est pas réfléchie. C'est pour ça que je parlais du pourquoi dès le début de notre entretien. Hmm. Parce qu'il peut y avoir des comportements qui soient déviants, très déviants, parce qu'il y a un besoin de remplir absolument quelque chose. Et là, on n'est pas sur une pratique vraiment réfléchie, et qui n'est pas adapté à sa personne. Hmm. Alors, finalement, je suis trailer depuis plusieurs années. J'ai l'habitude de faire des 40, 50, 80 km. J'ai envie de m'engager sur un ultra trail de 170 km et j'ai 1 an pour le préparer. Mhm. Comment je m'y prends? C'est une question intéressante parce que effectivement, on peut déjà tabler pourquoi j'ai choisi de faire 160. Donc la question que je vais poser, c'est effectivement déjà la question du pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire 160? Après, on n'est pas forcément avec une réponse. Le coach ne veut pas forcément la réponse, hein, mais c'est au moins de lui poser, qu'il soit en harmonie avec ça, c'est-à-dire vraiment de faire ressortir finalement la motivation au bout du compte. Moi, je ne vais pas demander quels sont ses désirs, est-ce que tu veux dominer, etc. Mais je le sais, moi. Mais c'est la motivation, est-ce que c'est pour faire un résultat, une motivation extrinsèque ou une motivation vraiment intrinsèque pour vraiment se réaliser parce que j'ai un challenge. Voilà, Hmm. j'ai vraiment un challenge. Et que moi, ça va me redonner de la confiance en moi, ça va redonner de l'estime de moi. Ça, oui. Voilà. Donc à partir de là, quand tu parles du comment, on va voir, on va faire un état des lieux déjà. On part rarement, et ça c'est une erreur qu'on fait souvent dans l'entraînement, on part rarement en fait sur ce qu'on appelle tabula rasa, c'est-à-dire une table rase, c'est-à-dire il y a un passé. Hmm. Il y a un passé sportif, il y a un passé de coureur, et c'est là où il faut déjà établir déjà les bases. C'est-à-dire, est-ce que
J'ai 10 ans de pratique, 3 ans, 15 ans. Ça, c'est fondamental, c'est important. Et pendant ces années-là, est-ce que j'ai eu des fragilités? Est-ce qu'il y a eu des arrêts? Est-ce que voilà, comment j'ai repris de cette façon-là? Il faut faire un état des lieux et un check-up vraiment assez exhaustif quand on veut partir finalement, parce que on ne s'improvise pas à faire un 160 quand on se retrouve dans les sentiers au bout de 50 ou 60 kilomètres, qu'il en reste 100 et que les conditions sont difficiles, le contexte est difficile. Il faut avoir déjà travaillé en amont, surtout ses points forts, ses points faibles, etc. Et alors en prépa mentale, on dit que finalement, il faut éviter d'aller vers le roi soleil. Alors c'est quoi le roi soleil? C'est dire, voilà, dans un an, ce que tu viens de me dire, je vais préparer un 160 km, pour travailler le Mont Blanc, le Grand Raid. Et bon, je me vois déjà en fait avec la médaille autour du cou. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est capable de le faire. Bon, moi, je suis capable de le faire. Et je suis dans le roi soleil, c'est-à-dire que je vois la belle image et je me représente tout de suite la belle image que va représenter finalement ce grand raid ou cette UTMB. Parce que cette image, c'est ça, c'est dans la bouche déjà, dans le langage. Faire l'UTMB, faire le grand raid, voilà, pour moi, c'est le Graal. Sauf que d'être dans le roi soleil, c'est-à-dire d'être déjà presque arrivé à cette conclusion que bah, ça y est, c'est presque fait, on tombe vite dans les marécages. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une étape intermédiaire. C'est-à-dire faire un état des lieux. Déjà, on pourrait dire, faire un état des lieux, bon, est-ce qu'on a un peu de talent ou un peu de génétique ou voilà, des disponibilités pour le faire? Parce qu'on est quand même se poser la question, parce qu'il y a des gens qui sont très très fragiles et qui vont insister voilà, qui malheureusement ne sont jamais parvenus à faire plus de 100 ou 120 km parce qu'il y a peut-être une fragilité épigénétique, etc. On pourrait y revenir là-dessus. La deuxième chose, c'est quand même quand on va sur l'ultra, est-ce que j'ai vraiment une force de caractère? Voilà, est-ce que j'ai un caractère qui va me dire à un moment donné, je vais pouvoir vraiment, vraiment réussir parce que j'aurais forgé en fait ce caractère. Je le dis parce que moi, mon cas, c'était que au bout de 30 ou 40 km, je m'emmerdais. J'avais pas le caractère suffisant. Quand je parle de caractère, c'est un trait de caractère ou un trait de personnalité. Moi, j'aimais aller vite, j'aimais courir, voilà. Donc le format marathon me convenait, mais dès l'instant où j'ai fait de l'ultra, bah, je me suis forcé à le faire et en même temps, je me suis emmerdé et au bout du compte, j'ai très, très mal terminé, quoi. Comme un légume, voilà, j'étais pas moi-même. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ça me correspond vraiment dans mon caractère? Et la troisième chose, évidemment la plus importante, c'est de faire vraiment cet état des lieux d'un point de vue technique, tactique, stratégique, physique, organique, enfin tout l'état des lieux sur lequel, bah, combien j'ai de kilomètres avant, est-ce que j'ai fait des sorties avant, qu'est-ce que j'ai fait avant? Tout ça, c'est très important et avec cet état des lieux, de dire: «Bon, à un moment donné, OK, bah, c'est possible, quoi». Je dis pas que c'est pas impossible si on n'a pas réfléchi parce qu'on se dit qu'on a toujours de la résilience et de la capacité à faire, mais voilà, si je veux pas dire aussi qu'il faut être hyper analytique et très hyper exhaustif, mais quand même, il y a des questions à se poser et qu'on soit individuel ou coach, on suive quelqu'un, il y a quand même ces étapes-là pour voir quelle va être justement la charge d'entraînement qu'on va pouvoir mettre. Le problème souvent, c'est que comme on va faire un 160, souvent on se dit il faut faire énormément de kilomètres. Et c'est là où on se trompe. C'est-à-dire qu'il faut voir. Alors là, je vais parler d'expérience personnelle, mais moi j'avais fait gagner une personne au Grand Raid en lui faisant faire sur une année un seul week-end choc et 3 sorties entre 4 et 8 heures, seulement dans l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'année d'avant et les autres années, il y avait eu un gros travail de fait avec déjà des volumes assez importants. Donc le corps était déjà adapté, il y avait une trace finalement, on va dire,
voilà, dans les cellules, au niveau cellulaire, etc., sur cette notion de fatigue, sur cette notion de traumatisme, etc. Et, voilà. Et alors qu'une autre personne, si elle n'a jamais dépassé les 40 kilomètres, là, peut-être que se dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire mon si elle n'a jamais dépassé, par exemple, les 7-8 heures en course et qu'elle doit faire 50 heures, 40 ou 50 heures, c'est d'amener progressivement le corps à pouvoir, et le mental, à supporter ces 40 ou 50 heures dans les sentiers. Là, il y a un gros travail à faire dessus. Alors que peut-être qu'une personne l'a déjà fait. Enfin, Hmm. elle a déjà pu terminer un ultra ou pas. Est-ce que la personne a déjà terminé? C'est pour ça que les questions sont vastes, et de mettre un modèle préétabli comme ça et dire, voilà, un modèle générique, ça y est, là, je te prends en main et tu vas faire 160 km dans une année et je te fais de la prescription, c'est une erreur monumentale. On peut aller dans quelque chose finalement sur lequel on va vraiment se gourer, quoi, en tant qu'entraîneur là, et en tant qu'athlète. Donc, alors, j'ai été un peu long sur sur la réponse à la question, mais elle me semble fondamentale, c'est-à-dire que cet état des lieux et de ne pas viser tu vois, le roi soleil, mais de faire un état, enfin, ce truc intermédiaire là, qui va permettre est beaucoup plus enfin, adapté, et notamment sur des épreuves comme l'ultra trail. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu comme tout, en fait. On part de ce qu'on a et puis on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, en fait. Je prends l'exemple d'une maison. Tu vois combien tu as sur ton compte en banque et tu vois la maison que tu peux faire en fonction de ce montant que tu as. Bah, c'est un petit peu pareil pour ces capacités physiques, d'où je viens, de qu'est-ce que j'ai fait, même si c'est un autre sport aussi, ça peut compter. Si j'ai 15 ans de vélo derrière moi, forcément, je vais peut-être performer plus rapidement en trail que quelqu'un qui n'a jamais rien fait du tout, évidemment. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont hyper intéressantes et hyper nécessaires à se poser. Et puis, une fois qu'on a déterminé tout ça, on voit qu'est-ce qu'on a vraiment envie, quel est le temps qu'on peut consacrer à sa préparation. Et puis en fonction de tous ces paramètres-là, on fait sa propre petite sauce. Et puis normalement, on a derrière ça les ingrédients qui vont nous permettre d'aller atteindre notre objectif. Si je résume Tout un à petit peu. fait. Ouais, c'est pas faux, et je vais mettre un point complémentaire, c'est-à-dire que dès l'instant où tu t'es posé toutes ces questions et que tu as bien posé le cadre, dans ta tête, déjà, tu es mieux. Et ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas aussi pouvoir laisser vaquer un peu à l'imaginaire. Et l'imaginaire, il est important aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est bien, finalement, quand on appelle cet état de flow, etc., qu'on va pas trouver tout le temps, mais finalement, quand on est bien finalement avec soi-même et que on est rassuré sur différents points, on va pouvoir justement aller dans l'imaginaire, dans la créativité, dans pas mal de choses. Si on n'a pas résolu les problèmes, ils vont arriver à un moment donné dans la course. Donc on va être obligé de les régler. On va être vraiment, alors là on est sur les neurosciences, mais on va être obligé de les régler. C'est le cortex préfrontal et la prise de conscience. Voilà, sur les points négatifs qui vont arriver. On va pas pouvoir se libérer parce qu'on n'aura pas résolu des choses sur lesquelles on va. Après, évidemment, l'imaginaire peut nous permettre d'aller plus loin dans la douleur, voilà, peut nous permettre plus loin dans l'acceptation. Mais si beaucoup d'éléments n'ont pas été réglés en amont, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment entraîné, on n'est pas suffisamment prêt, eh bien, ça va être très très compliqué de pouvoir profiter. Ce que disent les gens, enfin, on entend beaucoup le mot plaisir, on va pas pouvoir prendre du plaisir. C'est pas vrai. Il y a trop de choses à régler le jour de la course, les problèmes d'estomac, voilà, j'ai froid, enfin l'altitude, j'avais pas pensé, j'ai une petite douleur, voilà, qui est résurgente depuis longtemps, puis à passer les 100 km, je sais pas, j'ai l'appréhension de passer les 100 km, alors bah, ça va venir, effectivement. Donc voilà, le truc, c'est que c'est des petites choses sur lesquelles bah, il y a un vrai dialogue, une vraie écoute, à un moment donné, de soi et des autres. Euh, voilà, c'est une construction longue de
de la performance, hein. Alors je dirais, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai fait un petit article sur mon site là. Hmm. Je parle beaucoup moins de la performance, je parle aussi de contingence. Oui, j'ai vu. J'ai En vu que fait, tu avais utilisé ce ouais, mot. c'est pouvoir s'adapter en fait. C'est ça qui est intéressant. Et surtout dans l'ultra, c'est de la contingence. C'est à un moment donné, je me retrouve au 80e kilomètre, il y a ça qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Et alors, ça, je ne l'avais pas forcément prévu. C'est de l'adaptabilité. Et donc, on est dans de la contingence. On est bien. La performance, c'est de pouvoir refaire la même chose dans les mêmes conditions. Alors que les conditions Ce sont de jamais les l'ultra, mêmes. on sait très bien qu'elles ne sont jamais les mêmes. Et notre condition aussi, dans l'ultra, n'est pas la même. C'est-à-dire, on peut avoir des problèmes familiaux, on peut avoir des problèmes au travail, on peut avoir une petite blessure qui est arrivée voilà, euh, 15 jours avant, etc. Comment on va pouvoir s'en sortir? C'est ça qui est intéressant. Là, on est dans l'adaptabilité et on est finalement dans de la contingence. C'est vrai que quand on écoute les personnes qui sont habituées à faire des longues traversées, je pense par exemple à des personnes comme Guillaume Artus qui font des Via Alpina de 2500 km, et puis qui dit que euh, chaque chose qui peut lui arriver, il l'anticipe, il y pense, et puis il a un modèle de réaction qui est établi bien en amont. Mais tout ça, c'est possible quand on connaît toutes les choses qui peuvent nous arriver. Si on sait pas, si on n'a pas la connaissance de se dire, bah tiens, si j'arrive à 2500 mètres d'altitude, ça se trouve, je vais avoir un problème avec ça. Mon corps, il va pas bien réagir, il va réagir, voilà. Et si on le sait pas qu'on peut avoir ce problème-là, on peut pas anticiper une réaction. Donc, on va être obligé d'avoir cette adaptabilité. Mais ça D'accord. fait partie de la préparation aussi. Bah, pour moi, enfin, je milite et vraiment, c'est militant au-delà d'être partisan. C'est rendre acteur le pratiquant. Et dans l'ultra, et dans l'ultra trail, notamment dans l'ultra trail, encore plus que dans le trail ou dans le trail, ça va être des formats courts, beaucoup plus athlétiques. On pourrait transposer des modèles un peu de la course sur route ou c'est de la VMA. Enfin, on peut calquer et on peut s'en sortir. Mais dans l'ultra, on est sur des modèles d'adaptabilité très forts. Et effectivement, ce que tu évoques, tu as tout à fait raison, c'est de dire qu'à un moment donné, on pense que c'est simple de voir les gens faire des exploits et de réussir. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les routines qui ont été mises en place et le secteur de la connaissance aussi de la pratique. Kylian, c'est quelqu'un qui va aller lire beaucoup, qui va voilà, aller ouvrir des bouquins, regarder, s'intéresser à plein de sujets, etc. Et moi, je dis être acteur plus que consommateur, je me bats, j'essaie de militer pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que on fait de l'ultra-trail, on est dans une famille dans laquelle on s'intéresse vraiment à notre pratique et ce n'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin pour y parvenir et c'est ça qui est intéressant de se connecter, de pouvoir en discuter, de pouvoir voir comment le corps y réagit, comment voilà, il peut réaliser ses exploits. C'est ça qui nous intéresse parce que finalement, quand l'épreuve est terminée, on est tous plus ou moins dans une phase de déprime. Parce que justement, c'est toute cette phase de se mettre en projet. Et se mettre en projet, c'est aussi ne pas subir finalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure être patricide, c'est de ne pas subir de la prescription en permanence, c'est aussi d'être acteur vraiment de sa propre pratique, bien sûr en prenant des conseils, des coachs, des amis, etc. Mais il faut l'expérimenter et voir, et à un moment donné, on est tout seul dans les sentiers. On est tout seul. Et on doit se démerder. C'est nos deux jambes et notre corps qui. Voilà. C'est aussi ça qui est important. C'est pas le matériel euh, qui vient de sortir. Bon, bien que bon, il y a des chaussures qui vont plus vite, mais ce qui est important, c'est ça. On agit avec notre corps et il faut en prendre conscience. Et c'est en prendre conscience que c'est aussi notre outil, à un moment donné, qui va nous permettre d'aller au bout, hein.
Eh ben, je sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi je trouve que c'est un très beau mot de conclusion pour cet épisode, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur ce thème du comment s'entraîner en ultra, qui croire et quelle méthode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que sinon, c'était une belle conclusion. Ouais, c'est. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, il faudra faire un épisode sur la notion de plaisir. Je pense que ça me paraît important parce que là, on est sur un versant très, voilà, plutôt mental et puis et recherche, voilà, un petit peu du versant psychologique. Mais non, non, mais je pense que c'est surtout pour terminer et clore effectivement cet épisode, c'est qu'il faut se poser des questions et en permanence et se dire que finalement il peut y avoir d'autres voies et qu'on a des biais cognitifs très forts. C'est-à-dire que des fois on pense avoir raison, il ne faut pas rester là-dedans. Il faut aller chercher aussi d'autres moyens pour y parvenir. Et parfois ça peut être aussi très 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 riche et très très intéressant. Puis lisez, documentez-vous, allez au contact. On est une grande famille, donc ça c'est chouette. Ah, Une tu belle vois, famille pour appuyer ce que tu dis, depuis plus d'un an que je réalise les lives avec Café Trailer et puis avec toutes ces personnes interviewées, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent un point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous un autre sport que le trail, quasiment. Quasiment tous, soit le ski de fond, soit le vélo, soit peut-être la natation, enfin des choses comme ça. Et que personnellement, j'avais que le trail. Je faisais rien d'autre. Et là, pour la préparation de la TDS, j'ai ajouté du vélo. Et ben, ça m'a fait extrêmement de bien. Mais je pense que si j'avais pas été à la rencontre de tous ces gens, discuter, etc., j'aurais pas forcément ajouté cette pratique du vélo. Parce que de base, c'était pas un sport qui m'attirait comme ça. Alors que finalement, j'y prends beaucoup de plaisir en plus. Donc effectivement, c'est pour appuyer ce que tu dis sur le fait d'aller à la rencontre et puis d'échanger avec les gens sur leurs pratiques et puis de peut-être adapter la sienne. Ça peut être bénéfique, effectivement. c'est ça. Mais effectivement, après, continuer avec ce besoin d'appartenance parce que on a une grande famille, il faut la conserver, mais il faut y mettre aussi des valeurs. Et justement, plus les gens vont lire, plus voilà, expérimenter, prendre du recul par rapport à la pratique, le groupe va s'étoffer dans ce sens-là, et ça va être une pratique très enrichissante en fait, parce elle apporte beaucoup de choses dans notre vie. Eh ben, merci beaucoup, Eric, Avec plaisir. pour cet échange qui était vraiment très enrichissant encore une fois. À bientôt. Merci, merci, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.